Bon, Sabrina Medjiber, peut-être rapidement, est-ce que Oui, vous êtes choquée par ces croix dites-moi. régulièrement vandalisées, ces croix qui représentent la France, qui représentent Bien sûr, les mais racines bien sûr, chrétiennes de la France? bien sûr. Rapidement et ensuite notre invité. Évidemment que je suis choquée, surtout qu'ils sont en hausse, hein, les actes antichrétiens de 9% par rapport à 2024. Ils sont les seconds après l'explosion des actes antisémites. Donc c'est une réalité statistique, mais pas simplement, hein. D'ailleurs, on note dans les chiffres que 87% des actes sont commis contre des biens. Donc ça rejoint intrinsèquement le sujet du débat d'aujourd'hui. Et puis plus largement, je suis choquée de voir que des personnes aujourd'hui se font assassiner en raison de leurs convictions religieuses. Je pense au père Hamel et je pense également à Achour Sarnaya, le chrétien d'Orient égorgé à Lyon le 10 septembre de l'année dernière. Cette semaine Mm, encore, des croix ont été vandalisées en France, arrachées, profanées. Ces mm, symboles du paysage chrétien mm. sont régulièrement pris pour cible. Plus de 800 actes antichrétiens par an. Pourquoi s'attaquer à des croix de chemin ou des calvaires? Est-ce de la haine anti-religieuse, de la délinquance gratuite, une volonté d'effacer notre histoire? Bonjour Pierre-Alain Gréco, vous êtes membre de SOS Calvaire. SOS Calvaire, c'est vous qui avez comme rôle, en fait, vous prenez à cœur d'ailleurs de construire, de réparer ces croix, ces calvaires qui sont régulièrement abîmés. Exactement. Donc SOS Calvaire, on a pour mission de restaurer, valoriser et transmettre le petit patrimoine chrétien français. Et la semaine dernière, Que effectivement, s'est-il passé? il y a 2 croix qui ont été vandalisées. Une qui se trouve au pic Saint-Michel, à Lens-en-Vercors, en Isère. Une croix justement qui avait été posée là en hommage à un militaire mort. Et elle a été arrachée, on l'a retrouvée un peu plus bas. Et la deuxième, c'est au pic d'Aneto, dans les Pyrénées. Alors c'est déjà l'Espagne, mais cette croix qui avait été posée et qui a aussi, alors elle a été coupée à la meuleuse, puis emmenée, on ne sait pas où elle est. Euh, et, euh, et à côté de ces 2 croix-là, j'aimerais aussi vous parler de la croix de Robion, qui elle a été condamnée par la justice. Parce que, soi-disant, elle n'avait pas sa place dans le paysage français. Alors c'est une croix, la mairie assure qu'elle a été posée avant 1905, comme le dit la loi, mais la justice en a décidé autrement. Voilà, donc nous, à la SOS Calvaire, on a décidé de réagir, on a choisi de réagir parce que on veut rappeler que ces croix ont toute leur place dans le paysage français, qu'elles font partie de notre histoire, qu'elles font partie de nos racines. Il faut que les gens comprennent que chaque croix qui a été posée en France a été posée pour des raisons bien particulières, que ce soit des retours de guerre, que ce soit des hommages, que ce soit à la fin d'une maladie, à la fin d'une mission, une mère qui a retrouvé son fils vivant après une guerre. Pierre-Alain Gréco, membre de SOS Calvaire en direct sur Europe 1. Est-ce que, j'entends bien ce que vous dites, le fait que chaque croix a une raison d'être, chaque croix a une histoire. Si elles sont abîmées, si elles sont saccagées, si elles sont profanées, c'est qu'elles ne sont pas protégées? Voilà, effectivement, le petit patrimoine chrétien n'a pas ne possède pas de, si vous voulez, de sécurité de la part de l'État ou quoi. Elles ne sont pas protégées parce que ça n'est pas aussi prestigieux qu'une cathédrale, qu'un château. Alors évidemment qu'il faut protéger le gros patrimoine français, mais il faut aussi penser à notre petit patrimoine. C'est Stéphane Bern justement qui disait ce week-end, on alloue des sommes des grandes sommes pour des grands monuments français, Notre-Dame de Paris, etc. Et il faut allouer ce budget, mais pensons aussi à notre petit patrimoine qui fait nos campagnes, et qui fait l'histoire de nos campagnes. Voilà, pensons-y et préservons-le. Pierre-Alain Gréco, membre de SOS Calvaire en direct sur Europe 1. Allons plus loin avec cette dernière question. Lorsque je dis, effectivement, ces croix ne sont pas protégées aussi au sens large, elles ne sont pas respectées. Oui. C'est-à-dire que quel poids culturel, quel sens peut-être donner l'État, j'en sais rien, peut-être poser des mots forts, des mots fermes, condamner fermement cette petite délinquance qui est bien plus loin, qui en dit bien plus long qu'une simple petite délinquance. Oui, 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 on attend des réactions. Alors les maires de ces croix-là ont réagi, ils ont tout de suite dit que les croix seront reposées. Formidable. Et le maire justement de la Croix de Robion, dans le Vaucluse, qui se bat et qui a fait appel justement face à la décision de la justice. Et je pense que maintenant notre rôle, en tout cas à SOS Calvaire, c'est de dire aux gens,
que ces croix ont leur place dans le paysage français et leur rappeler l'importance de ce patrimoine-là parce que c'est ce qui a fait notre histoire et c'est ce qui fera notre histoire de demain. Merci Pierre-Alain Gréco, membre de SOS Calvaire, d'être venu crier en direct sur Europe 1 le fait qu'on ne doit pas toucher à ce patrimoine, ces racines chrétiennes de la France, et la France doit se faire respecter jusqu'à ce petit patrimoine. Merci infiniment. Guilherme Ringuenet, vous êtes dans le studio d'Europe 1. Vous venez de publier Des bourreaux, un livre qui est sorti aux éditions HarperCollins. Vous êtes journaliste spécialisé dans les violences sexuelles et sexistes et vous êtes auteur de ce livre, une enquête choc sur la pédocriminalité en France. 160 000 enfants victimes par an en France. Qui sont ces hommes? Comment passent-ils à l'acte? Et surtout, comment les empêcher d'agir? Une plongée glaçante mais indispensable pour mieux protéger les plus vulnérables. Pourquoi avez-vous fait ce livre, cher Guillaume Ringuenet, en direct sur Europe 1? Bonjour, merci de l'invitation. J'ai fait ce livre tout simplement parce qu'on est face à une criminalité de masse. Et de la même manière qu'on va s'intéresser, par exemple, au narcotrafic, ou même aux auteurs de violences conjugales, ou même aux délits routiers, j'ai eu envie, dans la foulée des travaux qui ont été initiés après le MeToo inceste, par la CIVIS, qui était la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles sur les enfants, mais aussi l'Église, la CIAZ, la commission indépendante des abus sexuels dans l'Église. J'ai eu envie, pour mesurer la globalité du problème, de l'enjeu, d'aller voir du côté des auteurs. Je tiens à préciser que les victimes sont présentes dans mon livre, que la parole des victimes a mis très longtemps à émerger. Absolument. Et que je ne voulais surtout pas qu'il y ait un livre juste focalisé sur les auteurs sans qu'il y ait cette prise en compte des victimes. C'est vrai. Qui sont vraiment les bourreaux? Des monstres ou bien des hommes ordinaires? Quel facteur déclenche le passage à l'acte chez ces auteurs? Ensuite, je laisse Sabrina Medjeber vous interpeller. Alors, ce serait parfait s'il n'y avait qu'un facteur. On est face à des situations qui sont parfois confuses et complexes. Ce ne sont certainement pas des monstres, non, c'est Monsieur Tout-le-Monde. Monsieur Tout-le-Monde qui peut aussi bien travailler dans une grande entreprise, qui peut aussi bien travailler dans les médias, qui peut aussi bien travailler auprès des enfants. On le voit avec l'affaire du périscolaire. Donc on voit bien qu'on a affaire à une hétérogénéité de profils qui peuvent être tentés de passer à l'acte sur des enfants. Il faut bien comprendre que la pédophilie, c'est un trouble. La différence avec la pédocriminalité, c'est le passage à l'acte. Donc, quelqu'un qui a des fantasmes pédophiles, aussi terrible que cela puisse être entendu, n'est pas potentiellement un criminel. Au contraire, il doit être aidé, il doit être orienté pour éviter de devenir un pédocriminel. Guilherme Ringuenet, en direct sur Europe 1, il est 12h51, auteur du livre Des bourreaux aux éditions HarperCollins, interrogé par maintenant Sabrina Medjeber. Je rappelle qu'il vient de déclarer « On est face à une criminalité de masse ». Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Je voulais vous poser la question suivante. Avec Christine, nous avions reçu Maître Sagnier, avocat de l'association Innocence en danger, présente dans 5 pays. Donc, ce qui prouve déjà que c'est un phénomène, comme vous dites, organisé, présent dans plusieurs pays. Ça ne touche pas que l'Occident, malheureusement, la pédocriminalité. Et qui est donc un sujet, comme je vous le disais, un sujet anthropologique. Ma question est la suivante. Comment expliquez-vous l'omerta des institutions internationales censées protéger les droits de l'enfant, qui eux-mêmes sont protégés par des conventions de droit international? Comment se fait-il qu'il n'y ait pas aujourd'hui une vraie politique de lutte contre la pédocriminalité? Alors, omerta, je n'irai pas jusque-là, puisque si on regarde l'UNICEF ou même l'ONU, que je cite dans mon livre, des rapports qui abondent sur le fait qu'on est face à une criminalité de masse et qui a des vraies conséquences sur les pays, c'est une réalité. Pourquoi il n'y a pas de prise en charge? Alors ça, il faut regarder plutôt dans nos frontières et du côté des pouvoirs publics. Pendant très longtemps, ce que je relate dans le livre, la parole des enfants, finalement, on s'en est un peu moqué. Oui. Au 19e siècle, siècle pourtant chaste, chrétien, religieux, ce qu'on allait condamner n'était pas tant ce que la petite victime avait reçu comme traumatisme que le désordre public. Donc on voit bien que il faut repenser aussi d'une certaine manière notre rapport qu'on a avec aux enfants. C'est en train d'être fait, on entend les victimes, mais il faut aller plus loin. Et là où je vous rejoins, c'est que du côté de l'État, il y a encore énormément de choses à faire. Oui.
Du côté de Notamment, l'État, oui. notamment par rapport à l'aide sociale à l'enfance. Moi, Oui. j'écoutais Maître Hamas, qui Sabrina travaille à Medjeber sur Marseille, Europe 1. et qui expliquait que les ASE aujourd'hui, qui sont évidemment très saturés, sont confrontés à de vrais problèmes d'abus sexuels, de proxénétisme entre mineurs, d'usage Bien sûr, de oui. stupéfiants. Et il me semble aujourd'hui que l'État n'est pas du tout à la hauteur, en tout cas la réponse de l'État n'est pas du tout à la hauteur en termes de déploiement de politique publique, précisément pour sauver ces enfants de ces ASE. Non, les ASE, vous avez un souci, hein, ce sont les départements qui gèrent les Oui, ASE. bien sûr. Les départements manquent de moyens et parfois peut-être un peu de volonté politique aussi à mettre en ordre tout ça et à assurer la sécurité des enfants. Les choses commencent un peu à bouger, mais on est en 2026 et ce n'est que maintenant, que suite au scandale du périscolaire, qu'on se dit qu'il bien faudrait sûr. peut-être vérifier l'antériorité judiciaire Oui. des personnes qui sont au contact des enfants. Enquête oui. choc sur la pédocriminalité en France aux éditions HarperCollins, des bourreaux, avec l'auteur du livre Guilherme Ringuenet dans le studio d'Europe 1. Page 107, parmi les agresseurs sexuels d'enfants, la proportion de ceux ayant des troubles pédophiles, vous expliquez tout à l'heure, Oui. est comprise entre 30 et 50%, 43% de ceux qui ont des fantasmes pédophiles deviennent des agresseurs sexuels d'enfants. Page 143, des pédophiles séducteurs, selon l'expression du psychanalyste Gérard Bonnet, vont rechercher la proximité avec les enfants. Je lis encore un autre extrait. Redonnons les chiffres. 160 000 enfants sont victimes chaque année de violences sexuelles. Sur une classe de 30 élèves, 3 enfants en moyenne seraient victimes d'inceste. Je trouve que c'est très important d'en parler parce qu'effectivement, comme vous le disiez, Guilherme Ringuenet, on a beaucoup... minimiser la parole des enfants. Aujourd'hui, même les mamans viennent crier en train de dire « Écoutez-nous, on a entendu notre enfant de 3 ans. » Lorsqu'on voit ce qui s'est passé à Paris, je vous en parle, j'en ai des frissons, Guilherme Ringuenet. Là, on est maman d'enfant, on crie pour pouvoir se faire justice, pour pouvoir avoir une justice. Comment un enfant de 3 ans peut-il être victime de pédocriminalité sans que les plus hautes instances ne puissent se réveiller, bousculer toutes sortes de processus pour dire non? Y a-t-il une solution? Quelle solution, Guilherme Ringuenet, vous qui vous êtes penché avec cette enquête choc sur le profil des pédocriminels? Alors, une première chose, effectivement, tout le monde a en tête en ce moment le scandale sur le périscolaire à Paris. Et c'est bien normal, parce que ce qui se passe à Paris, et se passe probablement ailleurs dans d'autres grandes villes françaises, a de quoi nous révolter. Néanmoins, et sans minimiser ce qui se passe à Paris et ailleurs, il faut bien comprendre que le principal danger, si je puis dire, ou les principaux abus, pour reprendre l'anglicisme, ont lieu dans l'entourage proche. L'inceste l'inceste est quand même le principal fléau en termes de violence sexuelle, et ça c'est l'entourage proche. Le père, le beau-père, l'oncle, l'ami, le voisin. Absolument. Sur le deuxième plan de votre question, moi je dirais que la prévention. La prévention, on l'oublie souvent, c'est pour empêcher d'être victime, mais c'est aussi pour empêcher d'être auteur. Et donc, la prévention est fondamentale. Et prévention, j'entends aussi bien dans la famille qu'au sein de l'éducation nationale, que dans les clubs de sport, etc., etc. Mais ça, c'est important. Et de la même manière que les personnes qui ont ce trouble, cette attirance pour les enfants, il faut qu'elles puissent être entendues pour pouvoir être prises en charge et éviter qu'il y ait des passages à l'acte. En France, on a un dispositif, je me permets de faire sa pub, mais c'est important, qui s'appelle le STOP, qui est un numéro de téléphone anonyme, gratuit, qui permet aux personnes qui sont mal à l'aise avec leurs fantasmes d'appeler et d'être prises en charge, avec des thérapeutes qui sont formés, et donc de les aider. Merci infiniment, Guilherme Ringuenet, journaliste spécialisé dans les violences sexuelles et sexistes, d'avoir été en direct dans le studio d'Europe 1, auteur du livre Des bourreaux, enquête choc sur la pédocriminalité en France aux éditions HarperCollins. Je vais lire encore 2 petits extraits. Chloé, 16 ans, a eu 16 ans lorsqu'elle a été violée. Dans le sport comme ailleurs, les filles sont les premières victimes. Moi, je me rappelle, lorsque j'avais 14 ans et mon prof de sport a tenté de me violer. Ça aussi, c'est mon cas. Et les gens n'en parlaient pas non plus à l'époque. Heureusement, je me suis débattue.
Alors, page 187, l'inceste peut être l'œuvre d'un oncle, d'un frère, du père. Continuons de nous intéresser à lui car il représente au sein de la famille le premier agresseur dans 30% des cas d'inceste. Et puis un dernier mot, page 205, au sein de la famille, notamment lorsque l'agresseur est un homme, 81% des victimes ne portent pas plainte. Lorsque c'est une femme, 86% des victimes ne portent pas plainte. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit d'une femme, les victimes sont des filles dans 77% des cas et des garçons dans 23% des cas. Lisez ce livre, Des Bourreaux, aux éditions HarperCollins.